Le fils de la femme de ménage a renversé du jus sur le costume du millionnaire et a dit « Pardon, papa ». Tout le monde à la table est resté sous le choc. Un petit garçon de 4 ans venait de tacher le costume à 3 500 € de l'un des hommes les plus riches de France. Mais ce qu'il a dit juste après allait figer le temps dans ce restaurant de luxe. Et la vérité que personne n'imaginait était sur le point d'éclater. Verre de jus? Non! Le verre a basculé au ralenti. Le liquide orange s'est déversé sur le tissu italien impeccable. Il a taché la cravate en soie. Il a éclaboussé la montre suisse. Le garçon s'est figé, les yeux écarquillés par la terreur. « Mon Dieu, Hugo, qu'est-ce que tu as fait ?» La voix de la femme est sortie étranglée. Elle a lâché son chariot de ménage et a couru. Ses mains tremblaient alors qu'elle essayait de nettoyer les dégâts avec son tablier sale. Le tissu ne faisait qu'étaler davantage la tâche. Les 5 cadres assis à la table ont arrêté de manger. Les fourchettes sont restées suspendues en l'air. Les regards étaient fixés sur la scène. Un silence lourd et oppressant a envahi la salle principale du grand restaurant parisien. Adrien Laurent ne a pas bougé. Ses yeux noisettes sont restés rivés sur la tasse de café devant lui, la mâchoire serrée. Personne ne pouvait voir son expression, mais tous sentaient la tension irradier de lui. « Monsieur Laurent, je vous demande pardon. C'était un accident. Mon fils n'a pas vu et... » Les mots d'Élodie sortaient précipitamment, se bousculant les uns les autres. Les larmes inondaient déjà son visage. Elle connaissait cet homme. Elle savait qui il était, et elle savait qu'elle était perdue. Le petit garçon a commencé à pleurer doucement. De petits sanglots qui résonnaient dans le silence mortel. Il a caché son visage dans les jambes de sa mère. 2 agents de sécurité se sont approchés. Des pas fermes sur le marbre. L'un d'eux tendait déjà la main pour saisir le bras d'Élodie. Adrien a levé la main gauche. Un geste sec, impératif. Les gardes se sont arrêtés net à 3 mètres de distance. Il a finalement levé le visage. Ses yeux ont rencontré ceux du garçon. Hugo a essuyé ses larmes avec le dos de sa petite main. Il a fait 2 pas tremblants vers l'homme au costume taché. « Pardon, papa. » Qu'allait faire ce milliardaire avec l'enfant qui venait de l'appeler papa devant tout le monde? Si vous voulez découvrir le secret que personne n'attendait, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche maintenant, car cette fin va vous laisser sans voix. Adrien Laurent, 42 ans, PDG du groupe Laurent, 15 milliards d'euros d'actifs, 3000 employés, en couverture de Challenge et Forbes France 5 années de suite. Pour ceux qui regardèrent de l'extérieur, Adrien était la définition du succès implacable, le loup de la défense. Il concluait des contrats que d'autres dirigeants ne rêvaient même pas d'obtenir. Il licenciait des directeurs avec la même facilité qu'il changeait de stylo. Ces réunions étaient légendaires pour le climat de terreur qu'elles instauraient. Les journaux économiques le qualifiaient de calculateur froid. Les investisseurs le décrivaient comme une machine à faire de l'argent sans cœur. Les employés chuchotaient qu'il avait de la glace dans les veines. Personne ne l'avait jamais vu sourire en public. Personne ne connaissait sa vie privée. Il arrivait tôt, partait tard et ne parlait de rien d'autre que de chiffres et de profits. Mais Adrien n'était pas né avec une cuillère en argent dans la bouche. Il avait grandi dans un petit appartement HLM, délabré de 2 pièces en banlieue parisienne, à Saint-Denis, fils d'une femme de ménage, un père absent qu'il n'avait jamais connu. La nourriture était rationnée. Les vêtements venaient du Secours populaire, une école publique en zone prioritaire où les professeurs étaient souvent dépassés. Sa mère, maman Solange, nettoyait 3 maisons par jour. Elle se levait à 4 heures du matin. Elle rentrait à 22 heures. Ses mains étaient gercées par l'eau de Javel. Son dos la faisait souffrir à force de porter des seaux. Mais il y avait toujours un plat chaud qui attendait Adrien. Elle répétait chaque soir la même phrase. « Tu seras grand, mon fils. Tu auras tout ce que je n'ai pas eu. » Adrien a pris ces mots au sérieux. Il a étudié comme un obsédé. Il a réussi le concours d'entrée d'une grande école avec une bourse au mérite. Il est sorti major de sa promotion en administration des affaires. Il a commencé comme assistant dans une petite entreprise. Il a gravi les échelons un à un. Chaque promotion était une guerre. À 28 ans, il a ouvert sa propre entreprise avec de l'argent emprunté.
À 32 ans, il facturait déjà des millions. À 35 ans, il a racheté le concurrent qu'il avait licencié des années auparavant. Il a acheté un pavillon pour sa mère en province. Une voiture confortable dans le garage, une aide à domicile pour elle, tout ce qu'elle méritait. Mais maman Solange est morte 6 mois après avoir emménagé. Un cancer foudroyant. Adrien était en réunion à New York quand il a reçu la nouvelle. Il a signé le contrat de 2 millions avant de prendre l'avion du retour. À la veillée funèbre, personne n'a vu une larme. À l'enterrement, son visage est resté de marbre. Les gens ont commenté sa froideur, sur la façon dont il ne montrait aucune émotion, même pour sa propre mère. Mais personne ne savait qu'Adrien passait ses nuits assis dans sa chambre, serrant contre lui le tablier qu'elle utilisait pour cuisiner. Personne ne savait qu'il avait construit un empire en essayant de combler un vide que l'argent ne pouvait pas acheter. Personne ne savait qu'à 37 ans, il avait rencontré Élodie Martin, une réceptionniste au sourire timide et aux yeux brillants. Elle l'avait fait rire pour la première fois depuis des années. Elle lui avait fait ressentir autre chose que la colère et l'ambition. Elle est tombée enceinte 3 mois plus tard, et Adrien a fui. Il a bloqué son numéro. Il a changé de bureau. Il a fait semblant que cela n'était jamais arrivé. La peur d'être père, d'échouer comme son propre père avait échoué, était plus grande que n'importe quel sentiment. Il a choisi la voie de la lâcheté. Au cours des 5 années suivantes, Adrien est devenu encore plus froid, plus dur, plus impitoyable. Il a construit des murailles si hautes que personne ne pouvait les escalader. Mais chaque soir, avant de dormir, il regardait la photo qu'il avait cachée dans son tiroir. Élodie souriante, la main sur son ventre. Et une question le tourmentait. Son enfant était-il né garçon ou fille? Cette soirée au restaurant Le Grand Palais n'était pas un dîner ordinaire. C'était l'aboutissement de 2 ans de négociations. Le plus gros contrat de l'histoire du groupe Laurent était sur la table. 500 millions d'euros. Un partenariat avec des investisseurs allemands qui ouvrirait les portes de tout le marché européen. Adrien avait largement les capacités pour assumer le projet. Son entreprise gérait déjà des opérations dans 12 pays. Un chiffre d'affaires annuel de 3 milliards. Une équipe technique impeccable. Un historique de 0 échec sur les projets internationaux. Les chiffres parlaient d'eux-mêmes, mais les chiffres ne faisaient pas tout. Les Allemands avaient une exigence particulière. Ils voulaient un partenaire d'affaires qui représentait la stabilité, la famille, des valeurs solides. Pas seulement le profit. Les affaires se font entre personnes, Herr Laurent, avait dit Klaus Schneider lors de la première réunion. Nous investissons dans le caractère, pas seulement dans les contrats. Adrien savait ce que cela signifiait. Sa réputation d'homme froid et solitaire le précédait. La presse à scandale avait déjà spéculé sur sa vie personnelle vide. Les magazines questionnaient pourquoi un milliardaire de 42 ans n'avait pas de famille. Il avait besoin de ce contrat. Pas pour l'argent. De l'argent, il en avait à revendre. Mais pour ce que cela représentait. 3 jours avant de mourir, maman Solange avait serré la main de son fils avec force. Ses yeux étaient déjà voilés, mais brillaient encore de détermination. « Adrien, mon fils, promets une chose à ta mère. N'importe quoi, maman. N'importe quoi. Construis quelque chose qui dure, pas seulement pour toi, pour les gens. Laisse un véritable héritage. » Il avait promis. Il avait embrassé son front, et 5 heures plus tard, elle était partie. Depuis ce jour, Adrien poursuivait cet héritage, mais chaque conquête semblait vide. Chaque prix, chaque reconnaissance, chaque couverture de magazine ne faisait qu'agrandir le trou en lui. Rien ne comblait le vide. Le contrat avec les Allemands serait différent. C'était la chance de construire quelque chose de plus grand que lui-même. Un projet d'infrastructure qui bénéficierait à des millions de personnes. Hôpitaux, écoles, assainissement, le genre de projet dont sa mère aurait été fière. Mais il y avait une autre raison. Une raison qu'Adrien s'admettait à peine à lui-même. Il avait grandi sans père. Il n'avait jamais connu l'homme qui l'avait engendré. Sa mère ne parlait jamais de lui. Tout ce qu'Adrien savait, c'était qu'il les avait abandonnés quand il avait appris la grossesse. Un lâche qui avait fui ses responsabilités. Adrien
haïssait ce fantôme. Il le haïssait avec une intensité qui brûlait. Il s'était juré de ne jamais être comme lui, d'être différent, meilleur, plus fort. Mais quand Élodie avait tenu le test de grossesse devant lui, montrant les 2 lignes roses, Adrien s'était figé. L'air avait fui ses poumons, le monde avait tourné. Et à ce moment-là, il avait vu le visage du père qu'il n'avait jamais connu reflété dans le miroir. « Adrien, tu vas bien? Je sais que c'est tôt, mais j'ai besoin de réfléchir. » Réfléchir? Mais je pensais que... Élodie, j'ai une réunion. On en parle après. Il n'était jamais revenu pour en parler. Il avait bloqué le numéro. Il avait évité les lieux qu'elle fréquentait. Il avait enterré le souvenir au fond de son esprit. Il avait travaillé 16 heures par jour pour ne pas penser, pour ne pas ressentir, pour ne pas admettre qu'il était devenu exactement ce qu'il détestait le plus. Le contrat allemand était sa rédemption. S'il parvenait à conclure cette affaire, à construire cet héritage, peut-être pourrait-il se prouver quelque chose à lui-même, prouver qu'il avait de la valeur, qu'il n'était pas seulement le fils abandonné devenu père absent. Peut-être réussirait-il à dormir sans se réveiller en sueur au milieu de la nuit, pensant à un enfant qu'il n'avait jamais connu. Le dîner au Grand Palais avait été organisé à dessein. Restaurant 3 étoiles Michelin, menu dégustation spéciale. Tout était parfait. Klaus Schneider avait amené les 3 autres investisseurs. Adrien avait amené ses meilleurs cadres. La table était dressée pour le succès. Mais il y avait un problème qu'Adrien n'avait pas prévu. Les investisseurs voulaient rencontrer sa famille. Ils voulaient dîner avec sa femme, rencontrer ses enfants, voir l'homme derrière l'homme d'affaires. Adrien avait improvisé. Il avait dit que la famille voyageait, que sa femme visitait des proches en Provence. Des mensonges auxquels Klaus ne semblait pas croire complètement. Un homme qui n'a pas de temps pour sa famille, n'a pas de temps pour des partenaires à long terme, avait commenté Klaus pendant l'apéritif. Les mots avaient coupé profondément. Parce qu'ils étaient vrais, Adrien échouait. Il pouvait sentir le contrat glisser entre ses doigts. Il pouvait voir la méfiance dans les yeux des Allemands. Et il n'y avait rien qu'il puisse faire. Jusqu'à ce qu'Élodie entre dans ce salon, poussant un chariot de ménage. Et elle avait amené avec elle un garçon de 4 ans, un garçon avec les yeux d'Adrien, un garçon qu'il n'avait jamais connu, un garçon qui était sur le point de tout changer. Adrien l'avait vu avant que quiconque ne la remarque, l'uniforme bleu pâle, le badge pendu au cou, le chariot de produits de nettoyage. Élodie Martin avait toujours les mêmes cheveux châtains attachés en queue de cheval, la même façon délicate de bouger. 5 ans. Cela faisait 5 ans depuis la dernière fois qu'il l'avait vue. Le cœur d'Adrien s'est emballé. Une sueur froide a coulé le long de son dos. Il a serré la serviette sous la table avec une telle force que ses articulations sont devenues blanches. Élodie ne l'avait pas encore vue. Elle nettoyait une table à l'opposé du salon. À côté d'elle, un petit garçon jouait avec une petite voiture. Cheveux foncés, teint mat, pas plus de 4 ou 5 ans. Adrien a senti l'air lui manquer. Les mathématiques étaient trop simples, trop brutales. « Herr Laurent, vous nous écoutez ?» La voix de Klaus l'a ramené à la réalité. Adrien a cligné des yeux. Il a forcé un sourire professionnel. « Excusez-moi, Klaus, continuez. » Mais il était impossible de se concentrer. Ses yeux le trahissaient. Il retournait vers Élodie toutes les quelques secondes, vers le garçon, vers le fils qu'il n'avait jamais connu. Le plus grand obstacle de la carrière d'Adrien avait toujours été son image. Homme sans famille, sans lien, sans cœur. Les Allemands n'étaient pas les premiers à remettre cela en question. D'autres investisseurs avaient déjà reculé à cause de sa réputation. Les affaires à long terme exigent de la confiance, avait dit un investisseur chinois 2 ans plus tôt. Comment puis-je faire confiance à un homme qui n'a personne en qui avoir confiance? Adrien avait perdu ce contrat. Et d'autres après. Sa capacité technique n'était jamais remise en question, mais son caractère, oui. Son humanité, oui. Il avait essayé d'engager une actrice pour jouer le rôle de l'épouse lors d'événements. L'idée avait duré une réunion. C'était trop pathétique, même pour lui. Il avait essayé d'adopter un chien et de poster des photos sur les réseaux sociaux. Cela avait duré 1 semaine avant qu'il ne réalise le ridicule de la situation.
Le problème était réel. Et maintenant, avec Élodie à quelques mètres, cela devenait encore plus complexe. Si les Allemands découvraient qu'il avait un fils abandonné, s'ils savaient qu'il avait fui une femme enceinte, le contrat imploserait sur le champ. Klaus parlait tant de valeurs familiales, de responsabilité, de caractère. Adrien serait exposé comme une fraude, comme un hypocrite, comme exactement le type d'homme qu'il ne voulait pas comme partenaire. Mais l'obstacle externe n'était rien comparé à l'interne. La peur, pure et viscérale, la peur de regarder dans les yeux de cet enfant et de se voir lui-même, la peur de découvrir qu'il était trop tard, qu'il n'y avait pas de pardon possible, qu'il avait détruit des vies de manière irréparable, le doute corrosif. Serait-il capable d'être père? Y avait-il quelque chose en lui à part des chiffres et des contrats? N'était-il pas juste une machine sans âme, comme tout le monde le disait? La culpabilité qui l'étouffait. 5 ans d'absence. 5 ans qu'il ne pourrait jamais récupérer. Les premiers pas qu'il n'avait pas vus. Les premiers mots qu'il n'avait pas entendus. Les anniversaires qu'il n'avait pas fêtés. Les nuits où cet enfant avait peut-être pleuré en demandant où était son père. Adrien avait construit un empire pour fuir ses sentiments. Il avait travaillé jusqu'à l'épuisement pour ne pas avoir le temps de penser. Chaque immeuble qu'il achetait, chaque entreprise qu'il acquérait, chaque million qu'il accumulait était une couche de protection supplémentaire contre la vérité qu'il avait échoué au seul test qui comptait vraiment, être humain. Et maintenant, l'univers plaçait Élodie et le garçon juste devant lui, au pire moment possible, lors de la soirée la plus importante de sa carrière, avec les investisseurs les plus critiques assis à sa table. Le timing ne pouvait pas être plus cruel. « Papa, regarde ! Un restaurant de riches !» La voix enfantine a résonné dans le salon, aiguë, innocente. Le garçon pointait du doigt les lustres en cristal. Élodie lui a tenu la main, demandant le silence. Adrien a fermé les yeux. Il a pris une profonde inspiration. Il a essayé de se contrôler, mais le garçon courait déjà entre les tables, curieux, explorateur, comme le sont les enfants, et il venait droit vers l'endroit où se trouvait Adrien. Klaus continuait de parler des clauses contractuelles. Les autres cadres prenaient des notes. Personne n'avait encore remarqué la bombe sur le point d'exploser. Élodie a vu où son fils courait. Son visage a pâli. Elle a laissé le chariot et est partie après lui, essayant d'être discrète. Mais le garçon était rapide. Il s'est arrêté à côté de la table d'Adrien, les yeux écarquillés, regardant les plats sophistiqués, le jus d'orange dans un verre en cristal, les bougies parfumées. Adrien a baissé les yeux et il a trouvé ses propres yeux qui le regardaient, noisettes, avec le même anneau doré autour de la pupille, incomparable, identique. Son fils était à 50 centimètres de distance. Élodie est arrivée à bout de souffle. Elle a saisi la main du garçon. Ses yeux ont rencontré ceux d'Adrien pendant une fraction de seconde. Il y avait de la douleur là, et de la colère, et autre chose. Quelque chose qu'Adrien n'arrivait pas à déchiffrer. « Hugo, viens, tout de suite !» Mais le garçon était fasciné par le verre de jus sur la table. Il a tendu sa petite main. Il voulait juste toucher. Il voulait juste voir de près. Adrien a vu tout se passer au ralenti. Le verre qui vacille, le liquide qui bouge. Élodie essayant de tirer son fils. Et puis le jus s'est renversé. Sur le costume à 3500 €. Sur la cravate en soie. Sur toute chance de cacher la vérité pour une soirée de plus. Le destin avait décidé. Aujourd'hui, maintenant, ici. Il n'y avait plus moyen de fuir. Le jus d'orange coulait sur le tissu italien. Des gouttes tombaient sur le marbre. La tache s'étendait comme une blessure ouverte sur le costume impeccable. Hugo a commencé à pleurer. Des sanglots forts et effrayés. Ses petits yeux se sont remplis de larmes. Il ne comprenait pas la gravité de ce qu'il avait fait, mais il sentait le poids du silence autour de lui. « Mon Dieu, Hugo, qu'est-ce que tu as fait ?» Élodie est entrée en panique totale. Ses mains tremblaient de façon incontrôlable. Elle a pris le tablier sale qu'elle utilisait pour nettoyer les toilettes et a commencé à frotter le costume d'Adrien. Le tissu rugueux ne faisait qu'aggraver les choses. La tache s'étendait. Le liquide collait davantage.
Monsieur, je suis désolé. S'il vous plaît, pardonnez-moi. C'était un accident. Il n'a pas eu l'intention. Sa voix sortait étranglée, désespérée. Elle savait où elle travaillait. Elle savait qui était cet homme. Elle savait que son emploi venait de partir en fumée avec le jus. Adrien restait immobile, regardant la tâche, la mâchoire serrée, la respiration contrôlée. Mais à l'intérieur, c'était un ouragan. Klaus Schneider a été le premier à réagir. Il a repoussé sa chaise avec force. Le bruit a résonné dans le salon. Wassistas, quel genre d'établissement permet à des enfants de courir entre les tables? Sa voix portait du mépris, du dégoût. Comme si Élodie et Hugo étaient des nuisibles qui avaient envahi son espace. C'est inacceptable, absolument inacceptable. Le cadre assis à la droite d'Adrien, Pierre Dubois, a secoué la tête. Ses lèvres ont formé un sourire de moquerie. C'est le problème de ce pays, des gens sans éducation, sans classe. Ils ne connaissent pas leur place. La phrase a fendu l'air. D'autres clients ont commencé à regarder. Les coups s'étiraient. Les conversations s'arrêtaient. Tout le monde voulait voir le spectacle de la femme de ménage qui avait ruiné le dîner du milliardaire. Élodie continuait de frotter. Les larmes coulaient maintenant sur son visage. Elle murmurait des excuses incessantes. Hugo se cachait derrière les jambes de sa mère en pleurant. « Maman, je voulais pas. Pardon, pardon. » Un autre investisseur allemand, Thomas Weber, s'est essuyé la bouche avec sa serviette. Ses yeux bleus étaient froids, jugeants. « Herr Laurent, nous sommes venus ici en attendant un dîner d'affaires professionnel, pas un cirque. » La gérante du restaurant, Valérie, est apparue presque en courant, les talons hauts claquant sur le marbre, le visage rouge de colère et de honte. Elle a tiré Élodie par le bras avec force. « Qu'est-ce que tu fais ici? Je t'avais dit de nettoyer le 2e étage. J'ai fini plus tôt et je suis venu aider en bas. » Mais Hugo était fatigué et... « Hugo, tu as amené ton fils au travail? Tu es folle ?» La voix de Valérie montait, stridente, attirant plus d'attention. Plus de clients regardèrent maintenant. Certains avec pitié, d'autres avec mépris. La plupart avec une curiosité morbide. La garderie a fermé plus tôt aujourd'hui. Je n'avais personne à qui le laisser. J'allais juste finir mon service et... Tes problèmes ne m'intéressent pas. Regarde ce que ton gamin a fait. Valérie a pointé le costume d'Adrien. La tache qui avait déjà partiellement séché, les dégâts irréversibles. Tu sais combien coûte ce costume, plus que ce que tu gagnes en 1 an, en 2 ans. Sophie, l'une des cadres à la table, a levé les yeux au ciel. Elle a chuchoté aux collègues à côté, mais assez fort pour que tous entendent. C'est pour ça que des endroits comme celui-ci devraient avoir des restrictions. Ce n'est pas n'importe qui devrait travailler dans un restaurant 3 étoiles. Mais c'est vrai, a approuvé le collègue, surtout avec des enfants mal élevés. Élodie a baissé la tête. L'humiliation lui brûlait le visage, ses oreilles, sa poitrine. Elle voulait disparaître. Elle voulait que la terre s'ouvre et l'engloutisse. Avec Hugo. Hugo pleurait plus fort maintenant, des sanglots qui brisaient le cœur. Il ne comprenait pas pourquoi tout le monde était fâché, pourquoi sa mère pleurait. Pourquoi ces gens le regardaient comme s'il était quelque chose de sale? Madame Valérie, je vais payer le costume. Je vais travailler gratuitement. Le temps qu'il faudra. Ne me renvoyez pas, s'il vous plaît. Payer? Avec quel argent? Tu gagnes 900 € par mois. L'information a été lancée pour que tous l'entendent. Pour humilier. Pour montrer la différence de classe. Pour que ce soit clair qui était Élodie, qui était Hugo. Pauvre, insignifiant, jetable. Klaus s'est levé. Il a jeté sa serviette sur l'assiette. « Herr Laurent, je pense qu'il vaut mieux reprogrammer notre réunion. Clairement, ce n'est pas l'environnement approprié. » Les autres Allemands ont approuvé. Ils ont commencé à se lever. Le contrat de 500 millions glissait entre les doigts d'Adrien. Élodie a vu. Elle a compris. Elle n'avait pas seulement ruiné un costume, elle avait ruiné quelque chose de bien plus grand, quelque chose d'important. « Monsieur Laurent, s'il vous plaît. Je vais réparer ça, d'une manière ou d'une autre. Je le promets. » Mais Adrien ne la regardait pas. Ses yeux étaient fixés sur Hugo, sur le garçon qui pleurait agrippé aux jambes de sa mère, sur le garçon qui avait ses yeux, son nez, son menton.
Un serveur s'est approché avec des serviettes propres. 3 autres employés sont venus voir les dégâts. Le cercle autour d'Élodie et Hugo s'agrandissait. Plus de regards, plus de jugement, plus d'humiliation. Que quelqu'un appelle la sécurité, a ordonné Valérie. J'ai besoin que cette femme et cet enfant sortent d'ici immédiatement. La phrase est tombée comme une sentence. Élodie a sangloté. Elle a serré Hugo fort contre elle. Il était tout ce qu'elle avait. Sa seule raison de se lever chaque jour, de travailler jusqu'à ce que son corps lui fasse mal, de supporter les humiliations. Et maintenant, même ça, elle ne pourrait plus le faire, parce qu'elle allait être licenciée. Elle allait perdre l'emploi qui payait le loyer du petit studio où il vivait. Elle allait perdre la chance de nourrir son fils. Tout ça à cause d'un verre de jus. 2 agents de sécurité arrivaient déjà. Uniforme noir, expression sérieuse, déterminée à éliminer le problème, à nettoyer la saleté, à restaurer l'ordre du restaurant de luxe. Élodie a fermé les yeux. Elle a attendu l'inévitable. La main forte sur le bras, l'expulsion honteuse, la fin de tout. Mais alors Hugo a fait quelque chose que personne n'attendait. Il a lâché la main de sa mère. Il a fait 2 petits pas tremblants vers Adrien. Il a essuyé ses larmes avec le dos de sa main. Et il a dit d'une voix étranglée par les pleurs, « Pardon, papa ». Les 2 mots ont explosé comme une bombe dans le salon. Silence absolu. Les fourchettes se sont arrêtées en l'air. Les conversations sont mortes. Même la musique de fond a semblé disparaître. Tous les yeux étaient fixés sur Hugo. Sur le garçon de 4 ans qui venait d'appeler Adrien Laurent papa. Élodie s'est figée. Le sang a quitté son visage. Elle a ouvert la bouche, mais aucun son n'est sorti. Ses yeux écarquillés alternaient entre son fils et Adrien. Klaus Schneider s'est arrêté au milieu de son mouvement. Il prenait sa veste, mais il est resté immobile. Son expression d'irritation s'est transformée en confusion. « Was, qu'est-ce que ce garçon a dit ?» Pierre Dubois a lâché un rire fort et cruel. Il a tapé sur la table avec sa main. « Papa, elle est bien bonne, l'enfant délire !» D'autres cadres ont ri avec lui. Des rires de moquerie, d'incrédulité, de cruauté déguisée en humour. « Ça doit être la fièvre », a dit Sophie. Les enfants pauvres viennent toujours malades au travail avec leur mère. Ou un manque d'éducation tout court, a complété Thomas Weber. Il ne connaît même pas la différence entre un étranger et son père. Les rires ont augmenté. D'autres clients se sont joints. La gêne d'Élodie est devenue un divertissement. Une blague, un sujet d'amusement pour ceux qui n'avaient jamais connu la faim. Hugo ne comprenait pas les rires. Il savait seulement qu'il avait fait quelque chose de mal. Il a pleuré plus fort. Des sanglots secouaient son petit corps. « Maman, le monsieur est fâché contre moi ?» Élodie a couru et a tiré son fils en arrière. Elle a couvert sa bouche avec sa main, désespérée, terrorisée. « Pardon, monsieur, il a confondu. C'est juste un enfant. Il ne sait pas ce qu'il dit. » Mais Valérie n'acceptait pas les excuses. Elle a saisi le bras d'Élodie avec force, ses ongles s'enfonçant dans la peau. En plus de détruire les vêtements du client le plus important du restaurant, tu as appris à ton fils à appeler des inconnus, papa? Quel genre de mère es-tu? Je ne lui ai pas appris. Il a juste... Elle ne sait probablement même pas qui est le père, a commenté un client à la table voisine. Voix forte, intentionnelle. Les femmes comme ça ne savent jamais. Les rires sont devenus plus cruels, plus lourds. Les jugements volaient comme des couteaux. Chaque mot coupait plus profondément. Élodie a eu envie de vomir. La salle tournait. Les lumières sont devenues plus brillantes, trop chaudes, suffocantes. Elle a serré Hugo contre sa poitrine, essayant de le protéger. Mais il n'y avait aucun moyen de le protéger de l'humiliation, de la haine, du mépris. « Sécurité! Où est la sécurité ?» Valérie criait maintenant, hystérique. Elle devait régler ça vite, avant que d'autres clients ne soient dérangés, avant que la réputation du restaurant ne soit entachée. Les 2 agents de sécurité sont enfin arrivés. Marc et Jean, des hommes grands, uniformes serrés sur des épaules larges. Ils ont regardé Élodie et Hugo. Ils ont hésité une seconde. Il y avait de la pitié dans leurs yeux. Mais les ordres étaient les ordres. « Madame, je dois vous demander de venir avec moi. »
Marc a tenu le bras d'Élodie. Gentil, mais ferme. Elle n'a pas résisté. Elle n'avait plus de force. Elle a juste serré Hugo et a commencé à marcher vers la sortie. « Attendez, mon sac, mon salaire !» Quel salaire? Valérie a craché les mots. « Tu es viré, tu ne recevras rien, tu vas encore devoir payer pour le costume. Mais j'ai besoin... Le loyer est dû demain. On n'a nulle part où dormir si... Tu aurais dû y penser avant d'amener ton fils ici. » Élodie a titubé. Ses jambes ont flanché. Jean a tenu son autre bras pour éviter qu'elle ne tombe. Hugo pleurait sans arrêt, agrippé au cou de sa mère. Trop effrayé pour comprendre, trop petit pour assimiler. Adrien observait tout, chaque seconde, chaque mot, chaque regard de mépris. Quelque chose bougeait en lui, une sensation qu'il n'avait pas ressentie depuis des années. De la culpabilité mélangée à de la colère mélangée à de la douleur, une douleur qui brûlait comme de l'acide. C'était son fils qui était humilié, sa responsabilité qui était traînée dehors comme une ordure, la femme qu'il avait aimée qui était détruite devant tout le monde. Et il était assis, silencieux, laissant faire. Élodie a regardé Adrien une dernière fois avant d'être emmenée. Il n'y avait pas d'accusation dans ce regard, ni colère, ni haine, juste une tristesse profonde. L'acceptation qu'il ne serait jamais l'homme qu'elle avait imaginé. Allons-y, Élodie, ne compliquez pas les choses. Les gardes la guidaient vers la porte. D'autres employés nettoyaient déjà la table, changeaient la nappe, enlevaient les assiettes, effaçant toute trace de l'incident, comme si Élodie et Hugo n'avaient jamais existé. Klaus s'est rassis, il s'est raclé la gorge. Il a essayé de reprendre contenance. « Bien, Herr Laurent, quelle situation désagréable. Mais maintenant que c'est résolu, nous pouvons revenir aux affaires. » Les autres cadres ont approuvé. Ils ont repris leur place, ils ont pris leur fourchette, ils se sont remis à manger comme si de rien n'était. Pour eux, c'était juste un inconvénient, une interruption momentanée, quelque chose à raconter plus tard comme une anecdote curieuse. Mais pour Adrien, chaque seconde était une éternité. Il voyait la scène se dérouler au ralenti, Élodie traînée dehors, Hugo pleurant. Les regards de pitié et de mépris, les rires cruels, le jugement implacable, et il se voyait lui-même, assis, immobile, lâche, exactement comme le père qu'il n'avait jamais connu, exactement comme l'homme qu'il s'était juré de ne jamais devenir. La question qui le tourmentait chaque nuit avait enfin une réponse. Son fils était né garçon, il avait 4 ans, il avait ses yeux, et il se faisait expulser d'un restaurant pour avoir renversé du jus, pour avoir appelé son propre père papa. Avez-vous déjà vécu une situation aussi injuste? Dites-moi en commentaire de quelle ville vous venez, je répondrai à chacun de vous. La main d'Adrien s'est fermée en poing sur la table. Les articulations ont craqué, blanches comme de la craie. Son corps entier tremblait, pas de colère, de quelque chose de plus profond, quelque chose qu'il avait gardé pendant 5 ans. Élodie était à 3 mètres de la porte. Les gardes la tenaient par les bras. Hugo pleurait dans ses bras. Ce pleur aigu d'un enfant qui ne comprend pas le monde, qui sait seulement que quelque chose ne va pas. Klaus manipulait les papiers du contrat, stylo en main, prêt à reprendre. Alors, Herr Laurent, concernant les clauses de distribution, Adrien n'a pas entendu. Ses yeux étaient fixés sur le dos d'Élodie, sur la tête d'Hugo par-dessus son épaule, sur ses petits yeux rouges d'avoir tant pleuré. Son fils, c'était le mot qui martelait dans sa tête. Son fils, expulsé, humilié, traité comme un déchet. Et il était assis, comme son père l'avait fait, comme le lâche qui avait abandonné maman Solange enceinte et n'était jamais réapparu. Adrien a senti quelque chose se briser en lui. Une muraille qu'il avait mis 42 ans à construire, fissure après fissure, jusqu'à ce qu'elle s'effondre d'un coup. Il s'est levé, vitesse. La chaise a volé en arrière et a heurté le sol avec fracas. Tout le monde à la table a sursauté. Klaus a lâché son stylo. « Herr Laurent ?» Adrien n'a pas répondu. Ses pas étaient lourds, décidés. Il a traversé le salon en 5 grandes enjambées. « Lâchez-la !» La voix est sortie grave, contrôlée, mais chargée de quelque chose qui a fait s'arrêter les gardes sur le champ. Marc et Jean se sont regardés, confus. Ils ont regardé Valérie.
Elle était bouche bée, ne comprenant pas ce qui se passait. « Monsieur Laurent, j'ai dit de la lâcher. Maintenant. » Ce n'était pas une demande, c'était un ordre. Le genre d'ordre qu'Adrien donnait dans les salles de réunion quand il concluait des contrats de plusieurs millions. Le genre d'ordre auquel personne ne désobéissait. Les gardes ont lâché Élodie. Elle a failli tomber. Les jambes flageolantes. Les yeux écarquillés regardant Adrien. Sans comprendre. Adrien a fait 2 pas de plus. Il s'est tenu à 50 centimètres d'elle. Ses yeux ont rencontré les siens. 5 ans de silence entre eux. 5 ans de douleur, de colère, de questions sans réponse. Élodie Martin, sa voix sonnait différemment maintenant, plus basse, presque tremblante. « Oui, c'est bien toi. Je pensais, mais je n'étais pas sûr. » Élodie a serré Hugo plus fort. Protection instinctive. Elle ne savait pas ce qu'Adrien allait faire. Elle ne savait pas si elle pouvait avoir confiance, pas après 5 ans. Adrien a regardé Hugo, l'a vraiment regardé. Pour la première fois sans détourner le regard, sans fuir. Le garçon avait arrêté de pleurer. Il sanglotait juste doucement. Il reniflait. Ses petites mains nettoyaient ses larmes et ses yeux identiques à ceux d'Adrien, le regardaient en retour. Quel est son nom? Hugo. Hugo. Adrien a répété. Il a testé le nom dans sa bouche. Quel âge? 4 ans. Il a eu 4 ans en mars. Adrien a refait les calculs. Mars 2022. 9 mois avant, c'était juin 2021. Exactement quand lui et Élodie étaient ensemble. C'est quand son anniversaire exact? Le 15 mars. La voix d'Élodie tremblait. Elle ne savait pas où cela menait. Elle ne savait pas si elle était sur le point d'être humiliée à nouveau. Si Adrien allait nier, allait l'exposer comme une menteuse devant tout le monde. Mais Adrien a simplement fermé les yeux. Il a respiré profondément. Le 15 mars 2022, il a rouvert les yeux et il y avait quelque chose de différent en eux. Quelque chose qu'Élodie n'avait pas vu depuis 5 ans. De l'humanité. Élodie, je dois te poser une question. Et j'ai besoin que tu sois honnête avec moi. D'accord. As-tu essayé de me contacter quand tu as découvert que tu étais enceinte? Les larmes ont rempli les yeux d'Élodie. Elle a hoché la tête. La voix est sortie brisée. J'ai essayé. J'ai appelé 53 fois. Tu as bloqué mon numéro après la 10e. Je suis allé à ton bureau. La sécurité m'a expulsé. J'ai envoyé des lettres. Elles sont toutes revenues. Chaque mot était un coup de poignard pour Adrien. Mais il avait besoin d'entendre. Il avait besoin de savoir. Et quand Hugo est né, tu as réessayé? J'ai envoyé une photo de lui à l'hôpital, par la poste, avec une lettre. Tu n'as jamais répondu. Adrien a senti le sol se dérober sous ses pieds. Il se souvenait de cette lettre. Il se souvenait d'avoir vu l'enveloppe, l'expéditeur d'Élodie. Il l'avait jetée à la poubelle sans l'ouvrir. Il avait ordonné à sa secrétaire de bloquer toute correspondance venant d'elle. Lâche. Le mot résonnait dans sa tête. Lâche, lâche, lâche. Klaus s'est approché, impatient. La réunion devenait incontrôlable. « Herr Laurent, que se passe-t-il ici? Qui est cette femme ?» Adrien n'a pas quitté Élodie des yeux. « Klaus, j'ai besoin d'1 minute. Nous avons un contrat à 1 minute. » La voix d'Adrien a résonné dans le restaurant. Klaus a reculé, offensé, mais silencieux. Adrien a reporté son attention sur Hugo. Le garçon le regardait avec curiosité. La peur était passée. Maintenant, c'était juste un intérêt enfantin. « Hugo, tu peux me dire une chose ?» Hugo a hoché la tête, timide. « Pourquoi m'as-tu appelé papa ?» La question est tombée lourdement. Élodie a ouvert la bouche pour intervenir, pour inventer une excuse, pour protéger son fils. Mais Hugo a répondu avant. Avec l'honnêteté brutale que seuls les enfants possèdent. Parce que tu ressembles à mon papa sur la photo. Adrien a senti l'air quitter ses poumons. Quelle photo? Élodie a fermé les yeux. Elle ne voulait pas que cela sorte de cette façon. Pas comme ça, pas devant tout le monde. Mais Hugo parlait déjà, excité maintenant, heureux de pouvoir enfin parler de son père. Maman a une photo gardée, du jour où j'étais dans son ventre. Tu es avec elle. Elle pleure quand elle regarde. Tous les jours avant de dormir. Silence. Personne dans le restaurant ne bougeait.
Tout le monde écoutait. L'histoire se déroulait comme un film en direct. Adrien a tendu la main, tremblante. Il a touché le visage d'Hugo. Pour la première fois. 4 ans trop tard. Mais il l'a touché. Elle te montre la photo? Elle montre. Elle dit que mon papa est important, qu'il a beaucoup de travail, c'est pour ça qu'il ne peut pas venir me voir. Chaque mot était un coup de poing. Adrien a senti les larmes lui brûler les yeux. Pour la première fois en 20 ans, il allait pleurer. Élodie l'avait protégé, même après avoir été abandonné, même en vivant dans le besoin. Elle n'avait pas laissé Hugo grandir en haïssant son père. Elle n'avait pas rempli son fils de poison. Elle avait juste inventé des excuses, des mensonges gentils pour protéger le cœur d'un enfant. Adrien a regardé Élodie, l'a vraiment regardée. Il a vu les mains calleuses, les vêtements simples et usés, le visage fatigué de quelqu'un qui travaille trop, la dignité qu'aucune humiliation ne parvenait à enlever, et il a réalisé quelque chose qu'il aurait dû réaliser il y a 5 ans. Elle était forte, plus forte que lui, plus courageuse, plus humaine. Pendant qu'il construisait des empires, elle construisait un homme, seul, sans aide, avec 900 € par mois. Élodie, oui, j'ai besoin de quelque chose qui t'appartient. S'il te plaît. Elle a froncé les sourcils, confuse. Adrien a pris la serviette qu'Hugo avait utilisée pour essuyer ses larmes. Elle était tachée de jus, et de salive, et de larmes, assez d'ADN pour un test. Il a mis la serviette dans sa poche. Puis, il a sorti son téléphone portable. Ses doigts volaient sur l'écran, cherchant quelque chose. Il a trouvé une vieille photo, gardée dans un dossier caché qu'il jurait avoir supprimé mais n'avait jamais réussi à faire. Il a tourné l'écran pour montrer à la table, à Klaus, au cadre, à Valérie, à tous ceux qui avaient ri. C'était Adrien et Élodie, 5 ans auparavant. Elle portait une robe bleue simple, un ventre rond de 6 mois, souriante, lui à côté, l'enlaçant par derrière, main sur le ventre, souriant aussi. Le genre de photo que les couples amoureux prennent, le genre de photo que les parents fiers gardent, le genre de photo qu'Adrien avait cachée pendant 5 ans parce qu'il n'avait pas le courage de la regarder. Klaus Schneider a pris le téléphone des mains d'Adrien. Il a approché l'écran de ses yeux. Il a étudié la photo. La date dans le coin inférieur droit, 23 juin 2021. Il a regardé Hugo, puis la photo, puis Hugo à nouveau. Mein Gott. L'expression de Klaus a changé. L'irritation a disparu, remplacée par une compréhension lente, graduelle, comme quelqu'un assemblant un puzzle compliqué. Pierre Dubois s'est approché. Il a regardé par-dessus l'épaule de Klaus. Son rire est mort dans sa gorge. Le sourire moqueur a disparu. Il a avalé difficilement. « Monsieur Laurent, je ne savais pas que... » Personne ne savait. Adrien a coupé. Même moi, je ne savais pas, parce que j'ai fui. Quand Élodie m'a dit qu'elle était enceinte, j'ai bloqué son numéro et je n'ai plus jamais regardé en arrière. Silence. Lourd comme du plomb. Chaque personne dans le restaurant assimilait les mots. La confession publique, l'aveu de culpabilité. Thomas Weber a passé le téléphone aux autres investisseurs. Tous ont regardé, comparé. La ressemblance était indéniable. Les mêmes yeux noisettes, la même forme de visage, le même nez. Hugo était la version miniature d'Adrien. Sophie est devenue pâle. Sa main a volé à sa bouche. Elle avait traité cet enfant de mal élevé. Elle avait ri. Elle avait jugé. Je n'imaginais pas. Bien sûr que vous n'imaginiez pas. Adrien s'est tourné vers elle. Parce que vous avez regardé une femme de ménage et son fils, et vous avez décidé qu'il valait moins que vous. Moins que nous tous. Sophie a ouvert et fermé la bouche. Sans voix. Trop honteuse pour répondre. Valérie était figée. Elle tenait encore le bras fantôme d'Élodie. La gérante qui avait crié, qui avait licencié, qui avait ordonné l'expulsion. Maintenant, elle réalisait l'ampleur de l'erreur. Elle avait expulsé la mère du fils du milliardaire, du client le plus important, de l'homme qui représentait à lui seul 10% du chiffre d'affaires annuel du restaurant. Monsieur Laurent, si j'avais su, si vous aviez su, vous l'auriez traité différemment. Adrien a fait un pas vers Valérie. Mais le problème, c'est que vous ne devriez pas avoir besoin de savoir. Élodie méritait le respect par le simple fait d'être humaine.
Pas parce qu'elle est la mère de mon fils. Valérie a reculé. Ses jambes tremblaient. Elle allait perdre son emploi. Elle le savait. Elle pouvait le sentir. Klaus a posé le téléphone sur la table. Il a croisé les bras. Son expression était illisible. « Herr Laurent, vous avez un fils de 4 ans. J'en ai un. Et vous avez abandonné la mère quand elle était enceinte. Je l'ai abandonnée. » L'honnêteté brutale tranchait. Adrien n'a pas essayé de se défendre. Il n'a pas inventé d'excuses. Il a simplement reconnu. Klaus a hoché la tête lentement, assimilant. « Et maintenant, qu'est-ce que vous comptez faire ?» C'était la question que tout le monde voulait poser. Le restaurant entier attendait la réponse. Élodie retenait son souffle. Hugo regardait les adultes, confus. Adrien s'est agenouillé. Il s'est mis à la hauteur d'Hugo, ses yeux au même niveau que ceux de son fils. « Hugo, je dois te demander pardon. » « Pourquoi ? » « Parce que j'aurais dû être avec toi depuis le jour où tu es né. J'aurais dû te voir faire tes premiers pas. J'aurais dû entendre tes premiers mots. J'aurais dû te mettre au lit tous les soirs. » Hugo a incliné sa petite tête, essayant de comprendre. « Tu es mon papa pour de vrai ?» La question simple a détruit Adrien. Les larmes sont finalement tombées. Il n'a pas essayé de les cacher. Il les a laissées couler. « Je le suis, et j'ai été un très mauvais père jusqu'à maintenant. Mais si toi et ta maman me laissez faire, je veux essayer d'être meilleur. » Hugo a regardé Élodie, demandant la permission. Elle pleurait aussi, des larmes silencieuses qui coulaient sans arrêt. « Maman ?» Élodie n'a pas réussi à parler. Elle a simplement hoché la tête. Hugo a souri, ce sourire pur que seuls les enfants ont, et il s'est jeté dans les bras d'Adrien. Adrien a pris son fils dans ses bras pour la première fois, 4 ans trop tard. Mais il l'a pris. Hugo était léger, petit, fragile et parfait. « Papa, tu vas habiter avec nous maintenant ?» Adrien a regardé Élodie par-dessus la tête d'Hugo. Elle était encore sous le choc, traitant tout trop vite. « Ça dépend de ta maman. » Élodie a essuyé ses larmes. Elle a essayé de retrouver sa voix. « Adrien, tu n'es pas obligé. »« Je sais que je ne suis pas obligé. Je le veux. » Il a fait un pas vers elle. Hugo toujours dans les bras. « J'ai été lâche. J'ai été égoïste. J'ai été tout ce qu'un homme ne devrait pas être. Et je n'attends pas ton pardon, mais je veux une chance de faire les choses bien à partir de maintenant. » Élodie a regardé dans ses yeux, cherchant le mensonge, cherchant la manipulation, cherchant l'homme froid qui l'avait abandonné, mais elle a trouvé quelque chose de différent, quelque chose de brisé, quelque chose d'humain. « Tu en es sûr ? » « Je n'ai jamais été aussi sûr de rien dans ma vie. » Klaus s'est raclé la gorge. Tout le monde avait oublié qu'il était encore là, que les investisseurs allemands étaient témoins de tout. « Herr Laurent, nous sommes venus ici en cherchant un partenaire d'affaires qui représentait des valeurs familiales. » Adrien s'est tourné, tenant toujours Hugo. « Klaus, je comprends si vous voulez annuler le contrat. J'ai abandonné une femme enceinte. J'ai fui mes responsabilités. Cela ne représente aucune valeur. » Klaus a secoué la tête. « Non, Herr Laurent. Vous avez abandonné, c'est vrai. Mais maintenant, vous assumez, devant tout le monde, sans vous cacher. C'est du caractère. Tardif, mais c'est du caractère. » Les autres investisseurs ont approuvé. Thomas a souri pour la première fois de la soirée. Un homme qui reconnaît ses erreurs et essaie de les réparer vaut mieux qu'un homme qui ne se trompe jamais. Adrien ne s'y attendait pas. Il était sûr qu'il perdrait le contrat, qu'il perdrait tout. Mais Klaus a tendu la main. « Nous aimerions rencontrer votre famille, Herr Laurent. Pour de vrai, cette fois. Peut-être pouvons-nous reprogrammer ce dîner pour une meilleure occasion. » Adrien a regardé Élodie, une question dans les yeux. Elle a hésité. Puis lentement, elle a fait signe que oui. Adrien a serré la main de Klaus. Ce serait un honneur. Le pouvoir avait changé de main. Ceux qui riaient baissaient maintenant la tête. Ceux qui jugeaient ressentaient maintenant de la honte. Et l'homme, qui avait construit des murailles pour ne pas ressentir, les a finalement laissés tomber. Adrien restait debout au milieu du salon, Hugo dans les bras, Élodie à ses côtés. La photo encore ouverte sur le téléphone portable sur la table pour que tout le monde la voie. Le restaurant entier s'était arrêté. Serveurs figés avec des plateaux, clients regardant, cuisiniers épiant par la porte de la cuisine.
Personne n'osait bouger. Tous attendaient de voir ce qui allait se passer maintenant. Klaus est retourné à la table. Il s'est assis. Il a fait un geste pour que les autres investisseurs fassent de même. Ils ont obéi. La réunion n'était pas terminée. Elle avait juste changé de ton. Adrien a posé Hugo au sol avec précaution. Il a tenu sa petite main. « Hugo, tu peux rester avec maman une petite minute? Je dois parler à ces gens. »« D'accord, papa. » Le mot « papa » sonnait naturel maintenant, comme si cela avait toujours été ainsi. Hugo a couru vers Élodie. Elle l'a pris dans ses bras, observant Adrien, sans savoir à quoi s'attendre. Adrien s'est tourné vers la table. Sa posture a changé. Les épaules en arrière, le menton levé, les yeux durs. Le PDG était de retour, mais différent, toujours humain, juste en contrôle. « Mesdames et messieurs, j'aimerais faire une annonce. » Sa voix a tranché le silence. Ferme, claire, projetée pour que chaque personne dans le restaurant entende. « Je m'appelle Adrien Laurent. Beaucoup d'entre vous me connaissent comme le PDG du groupe Laurent, comme l'un des hommes les plus riches de France, comme quelqu'un d'implacable en affaires. » Il a fait une pause, laissant les mots résonner. « Mais aujourd'hui, vous avez connu une autre facette de moi, le côté lâche, le côté qui a abandonné une femme enceinte il y a 5 ans, le côté qui a fui ses responsabilités, et je ne vais pas mentir ou faire semblant que ce n'est pas arrivé. » Pierre Dubois a touché son col, mal à l'aise. Sophie regardait son assiette. Valérie était blanche comme un linge. « Cette femme là-bas » Adrien a pointé Élodie. « C'est Élodie Martin, la mère de mon fils Hugo. Une femme qui travaille 3 services pour subvenir aux besoins de l'enfant seul. Une femme qui gagne 900 € par mois et qui a quand même élevé un garçon poli, heureux et plein d'amour. » Élodie a serré Hugo contre sa poitrine. Les larmes se sont remises à couler, mais elles étaient différentes maintenant, pas d'humiliation, d'autre chose. « Et ce garçon de 4 ans qui a renversé du jus sur mon costume, c'est Hugo Laurent, mon fils, mon héritier, ma fierté. » L'impact des mots a été immédiat. Les serveurs se sont regardés, les clients ont chuchoté. Le directeur général du restaurant est apparu en courant depuis le bureau administratif. Il avait entendu le nom Laurent être répété. Quoi? Adrien Laurent a un fils? La nouvelle se répandait. Les employés appelaient des amis, les clients prenaient des photos discrètes. Cette histoire serait sur tous les sites de potins d'ici le lendemain matin. Valérie a commencé à trembler. Elle avait viré la mère du fils d'Adrien Laurent. Elle avait crié, elle avait humilié, elle avait ordonné l'expulsion, elle a titubé jusqu'à la table, elle est tombée à genoux devant Adrien. « Monsieur Laurent, je vous en supplie, je ne savais pas. Si j'avais su qu'elle était... » « Était quoi ?» Adrien l'a coupé, sa voix glaciale. « La mère de mon fils? Et ça ferait une différence? Vous l'auriez traitée avec respect à cause de moi, pas à cause d'elle. Et c'est exactement ça le problème. » Valérie a sangloté, main jointe, implorant. « S'il vous plaît, monsieur Laurent, j'ai 2 enfants. J'ai besoin de cet emploi. Je ferai n'importe quoi. » Adrien l'a regardé, sans pitié, sans colère, juste une froideur factuelle. « Vous avez des enfants et pourtant vous avez humilié une autre mère devant son fils. Vous aviez besoin d'empathie, pas d'information. » Il s'est tourné vers le directeur général qui était arrivé. « Charles, quel est votre poste ici ?»« Je suis le directeur général, monsieur Laurent. »« Parfait, Valérie est licenciée, effet immédiat. Et je ne veux pas qu'elle reçoive de référence de cet établissement. » Valérie a crié. Elle a saisi le bas du pantalon d'Adrien. « Non, s'il vous plaît, je vais perdre ma maison, mes enfants. » Adrien s'est baissé. Il s'est mis à sa hauteur, les yeux dans les yeux. « Maintenant, vous savez comment Élodie s'est sentie il y a 10 minutes, quand vous l'avez virée sans préavis, quand elle a supplié parce que le loyer est dû demain, quand elle a dit qu'elle n'avait nulle part où dormir. » Les mots ont coupé profondément. Valérie a compris. L'ironie brutale, le karma instantané. Adrien s'est relevé. Il s'est tourné vers Pierre Dubois. Pierre a avalé difficilement. Il s'est levé lentement. « Monsieur, tu as dit qu'Élodie était une personne sans classe, qu'elle ne connaissait pas sa place, que le problème de ce pays, c'était les gens comme elle. J'étais irrité par la situation, ce n'était pas personnel.
Ce n'était pas personnel. Adrien a fait un pas vers lui. Tu as humilié la mère de mon fils. Devant lui, devant tout le monde. Et tu penses que ce n'était pas personnel? Pierre a reculé. Il a heurté la chaise. Il a failli tomber. Monsieur Laurent, je demande pardon. Sincèrement, j'avais tort. Tu es viré. Les 3 mots sont tombés comme une guillotine. Pierre est devenu blanc. Quoi? Mais je travaille dans l'entreprise depuis 8 ans. Et en 8 ans, tu n'as jamais appris le respect. Prends tes affaires de main. La sécurité t'accompagnera. Pierre a essayé d'argumenter, a essayé de supplier. Mais Adrien lui avait déjà tourné le dos. Sophie s'est levée avant qu'Adrien ne l'appelle, main tremblante, voix étranglée. Monsieur Laurent, je veux aussi demander pardon. Ce que j'ai dit sur Hugo, sur les enfants pauvres, c'était horrible. J'avais tort. Adrien l'a étudié. Il a vu le regret sincère. Il a vu la honte. Sophie, tu vas garder ton emploi. Elle a lâché son souffle. Soulagée. Mais tu vas faire quelque chose pour moi, a continué Adrien. Tu vas lancer un programme d'inclusion dans l'entreprise. Tu vas embaucher des mères célibataires. Tu vas créer une crèche sur place. Tu vas garantir qu'aucune de nos employés n'ait besoin d'amener son enfant au travail parce qu'elle n'a personne à qui le laisser. Sophie a hoché la tête, énergique. Oui, monsieur, je vais le faire personnellement, je le promets. Adrien est retourné vers Élodie. Elle était toujours debout, au même endroit, observant tout, assimilant le revirement complet. Il a tendu la main. Élodie, tu veux t'asseoir? Elle a regardé la main, puis la table, les investisseurs allemands qui souriaient maintenant, les cadres qui avaient complètement changé de posture. Adrien, je n'appartiens pas à ce monde. Tu es la mère de mon fils. Tu as ta place partout où je suis. Élodie a hésité. Puis, doucement, elle a pris sa main. Adrien l'a guidée vers la table. Il a tiré une chaise, l'a aidée à s'asseoir. Hugo est monté sur ses genoux. Les serveurs ont couru. Ils ont apporté un nouveau service d'assiettes, de nouveaux couverts, un menu spécial, traitement VIP, le même qu'Adrien recevait. Klaus s'est penché en avant, sourire gentil. « Ah, Madame Martin, c'est un plaisir de vous rencontrer officiellement. » Élodie ne savait pas quoi dire. Elle était habituée à nettoyer les tables, pas à s'y asseoir. Adrien a posé sa main sur la sienne, soutien silencieux. « Klaus, Élodie travaille ici comme femme de ménage. Elle gagne 900 € par mois. Elle élève notre fils seule. Et pourtant, elle n'a jamais laissé Hugo me détester. » Klaus a hoché la tête. Impressionné. « Cela en dit long sur votre caractère, Madame Martin. »« J'ai juste fait ce que n'importe quelle mère ferait, » a murmuré Élodie. « Non !» l'a corrigé Adrien. « Tu as fait ce qu'une mère exceptionnelle ferait. Tu as protégé notre fils, même quand je ne le méritais pas. » Hugo a bâillé, fatigué de tant d'émotions, tant d'adultes qui parlent. Il voulait juste dormir. Adrien a regardé son fils, le petit visage aux yeux lourds, et quelque chose en lui s'est réchauffé. Quelque chose qui était gelé depuis longtemps. Élodie, combien tu payes de loyer? 600 € pour un petit studio au fond d'une cour. Adrien a pris son téléphone. Il a tapé rapidement. Virement bancaire. 10 000 €. Envoyé. Ça devrait couvrir quelques mois. Élodie a regardé son téléphone. Elle a vu la notification. Elle a écarquillé les yeux. Adrien, c'est trop. Je ne peux pas accepter. Tu peux, et tu vas le faire. Il a tenu ses mains. Élodie, j'ai 5 ans à compenser. Laisse-moi commencer maintenant. Les larmes sont tombées des yeux d'Élodie. Elle a serré les mains d'Adrien avec force. 5 ans de lutte, 5 ans de travail jusqu'à la douleur, 5 ans de factures en retard et de nuits blanches. Tout pesait sur elle. Et maintenant, en un instant, une partie de ce fardeau avait été enlevée. « Merci », a-t-elle chuchoté. « Tu ne sais pas ce que ça signifie. Je sais que ce n'est pas suffisant, mais c'est un début. » Hugo dormait déjà sur les genoux de sa mère, tête appuyée sur son épaule. Respiration douce. Ce sommeil profond d'un enfant qui a traversé beaucoup de choses en une journée. Thomas Weber s'est raclé la gorge. Il a regardé Adrien avec un nouveau respect. « Herr Laurent, je dois m'excuser aussi. J'ai traité votre famille de cirque. C'était irrespectueux, inacceptable. Ça l'était, a convenu Adrien. Mais vous l'avez reconnu, et ça compte.
Les autres investisseurs ont suivi, un par un, demandant pardon. Certains à Adrien, d'autres directement à Élodie. Des hommes puissants qui avaient ri baissaient maintenant la tête. Élodie ne savait pas comment réagir. Elle était habituée à être invisible, à nettoyer les tables pendant que des gens importants discutaient sans remarquer sa présence. Maintenant, ces mêmes personnes demandaient pardon. Adrien s'est levé. Il a pris Hugo dans ses bras avec précaution. Le garçon ne s'est même pas réveillé. Il s'est juste blotti contre la poitrine de son père. Instinct, comme s'il avait toujours fait ça. Klaus, je vous remercie de votre compréhension, mais je dois ramener ma famille à la maison maintenant. Klaus s'est levé aussi. Il a tendu la main. Bien sûr, Herr Laurent, nous allons reprogrammer notre réunion. Peut-être la semaine prochaine. Un déjeuner plus tranquille. Adrien lui a serré la main. Parfait. Et Klaus, merci de ne pas avoir abandonné à mon sujet. Les hommes qui admettent leurs erreurs sont rares, Herr Laurent. Les hommes qui corrigent leurs erreurs sont encore plus rares. Vous avez fait les deux aujourd'hui. Adrien a aidé Élodie à se lever. Elle était encore étourdie, essayant de tout assimiler. Le monde s'était renversé en 30 minutes. Ils ont marché vers la sortie. Tout le monde dans le restaurant observait. Mais maintenant les regards étaient différents. Pas de mépris, de l'admiration, de la surprise, du respect. Le serveur qui avait servi la table a couru après eux. « Monsieur Laurent, l'addition, mettez-la sur mon compte et ajoutez 20% de pourboire pour tous les employés qui travaillaient aujourd'hui, surtout pour ceux qui n'ont pas participé à l'humiliation. » Le serveur a hoché la tête, ému. Ce pourboire représentait plus d'1 mois de salaire pour chacun. À la porte, Charles, le directeur général, attendait, nerveux, en sueur. « Monsieur Laurent, concernant l'incident, je veux garantir que... » Adrien l'a interrompu. « Charles, vous n'étiez pas là quand c'est arrivé, ce n'est pas votre faute. Mais je vous suggère de mieux former votre équipe sur la façon de traiter tous les clients, peu importe les vêtements qu'ils portent ou le travail qu'ils font. » « Oui, monsieur, je vais mettre en place une formation immédiate. »« Parfait. Et Charles, vous connaissez de bonnes femmes de ménage qui cherchent un emploi ?» Charles a cligné des yeux, confus par la question. « Peut-être. Pourquoi ? » « Parce qu'Élodie est licenciée d'ici, mais pas pour incompétence. Parce que la mère de mon fils ne nettoiera plus les toilettes de personne. » Élodie a regardé Adrien, choqué. « Adrien, mais j'ai besoin de travailler. Je ne peux pas simplement... » « Tu vas travailler, mais pas comme ça. On parlera demain de meilleures options. » Ils sont sortis sur le parking. L'air frais de la nuit a frappé leur visage. Après la chaleur étouffante du restaurant, c'était un soulagement. Adrien a installé Hugo sur le siège arrière de la Mercedes. Il a attaché la ceinture avec soin. Le garçon continuait de dormir, un petit sourire sur le visage. Rêvant de quoi, Adrien ne le saurait jamais. Mais il voulait être là pour entendre quand il se réveillerait. Élodie est restée debout à côté de la voiture, s'enlaçant elle-même, se protégeant du froid, ou peut-être essayant juste de tenir le coup. Adrien a enlevé sa veste. Il l'a posée sur ses épaules. Le tissu était encore mouillé de jus, mais c'était chaud, cher, confortable. « Élodie, je sais que j'ai beaucoup à expliquer, beaucoup à compenser, et je sais que tu n'as aucune raison de me faire confiance. » Elle l'a regardé, l'a vraiment regardé, a étudié le visage qu'elle avait aimé, le visage qu'elle avait haï, le visage qui montrait maintenant quelque chose qu'elle ne voyait pas depuis des années, de la vulnérabilité. « Pourquoi maintenant, Adrien? Pourquoi après 5 ans tu décides d'apparaître? » Parce que j'ai vu Hugo pleurer et je me suis souvenu de ma mère. Je me suis souvenu de toutes les fois où elle a pleuré en travaillant pour me donner à manger. Je me suis souvenu de mon père que je n'ai jamais connu et j'ai réalisé que je répétais l'histoire. J'étais exactement l'homme que j'avais juré de ne jamais être. Sa voix s'est brisée. Les mots sont sortis étranglés et je t'ai vu le protéger. Même quand tout le monde riait, même quand il t'humiliait, tu voulais juste protéger notre fils et j'ai réalisé que tu es 1000 fois plus forte que moi, plus courageuse, plus humaine. Élodie a senti d'autres larmes tomber. Elle n'a pas essayé de les cacher. J'ai passé 5 ans en colère contre toi, 5 ans à me demander ce que j'avais fait de mal, pourquoi tu avais fui.
Tu n'as rien fait de mal. L'erreur était entièrement mienne. Tu étais parfaite. Tu es parfaite. Et j'avais tellement peur de tout gâcher que j'ai fini par tout gâcher de la pire façon possible. Peur de quoi? D'être père, d'échouer, de ne pas être assez bien. Adrien a essuyé ses yeux du revers de la main. Ma mère est morte en travaillant pour me donner une vie meilleure. Et quand j'ai eu la chance de faire la même chose pour Hugo, j'ai fui. Parce que je pensais que l'argent était plus important que la présence. Le vent a soufflé entre eux, froid, coupant. Mais aucun des deux n'a bougé. Adrien, je ne sais pas si je peux pardonner, pas maintenant, peut-être jamais. Je comprends, et je ne demande pas le pardon. Je demande une chance de connaître mon fils, une chance de t'aider, une chance de prouver que je peux être meilleur. Élodie a regardé à l'intérieur de la voiture, vers Hugo qui dormait, son bébé, son monde, la raison pour laquelle elle se levait chaque jour. Il demande après toi, tous les soirs avant de dormir. Il veut savoir quand papa va revenir. La douleur dans sa voix était physique. Adrien a ressenti chaque mot comme un coup de poing. Et qu'est-ce que tu réponds? Qu'un jour, que tu es occupé mais que tu l'aimes, que tu reviendras quand tu pourras. Élodie a lâché un rire amer. Je lui ai menti tous les jours pour protéger l'image d'un père qui n'était même pas là. Tu es incroyable. Tu le sais, je ne le suis pas. Je suis juste une mère qui fait de son mieux. Exactement, c'est ça qui te rend incroyable. Élodie a pris une profonde inspiration. Elle a pris une décision. Tu peux voir Hugo. Tu peux faire partie de sa vie, mais à des conditions, n'importe lesquelles. Tu ne disparais pas à nouveau. Si tu entres dans sa vie, tu restes. Peu importe ce qui se passe entre nous. Hugo ne peut pas souffrir à nouveau. Je promets. Je le jure sur la mémoire de ma mère. Je ne disparaîtrai pas. Et tu ne l'achètes pas. Les cadeaux, c'est bien. Mais Hugo a besoin d'un père, pas d'une carte de crédit. Compris. Et tu respectes mon rôle. Je suis la mère. Je l'ai élevé seule jusqu'à maintenant. Tu n'arrives pas en commandant tout. Bien sûr, tu es la mère. Tu sais ce qui est le mieux pour lui. Élodie a hoché la tête, acceptant les termes, acceptant la chance. Alors c'est d'accord. Tu peux être père. Adrien a senti quelque chose se briser en lui, mais se briser d'une bonne façon, comme un barrage qui s'ouvre. L'émotion qui était retenue depuis des années s'écoulait enfin. Il n'a pas réfléchi. Il a juste attiré Élodie dans une étreinte, serrée, désespérée. 5 ans de regret dans un seul geste. Elle s'est raidie d'abord, puis s'est détendue. Elle a laissé l'étreinte se faire. Elle s'est laissée appuyer sur lui, juste pour un moment, juste pour se rappeler comment c'était. Quand ils se sont séparés, tous les deux avaient des larmes. Tous les deux étaient brisés, mais peut-être, ensemble, pourraient-ils recoller les morceaux. Adrien a regardé le restaurant derrière eux, les lumières brillantes, le monde qu'il avait applaudi pour être implacable. Maintenant, il comprenait, le succès ne se mesurait pas en contrat, en argent, en pouvoir, il se mesurait en étreinte, en larmes. En un garçon de 4 ans dormant sur le siège arrière et rêvant du père qui était enfin présent. 6 mois plus tard, la vie d'Adrien Laurent était méconnaissable. Il se réveillait à 6 heures du matin, mais pas pour aller directement au bureau. Il se réveillait pour préparer le petit déjeuner, des crêpes qu'Hugo adorait, en forme de dinosaure, trop tordues la première fois. Parfaite maintenant, Élodie apparaissait dans la cuisine en bâillant, cheveux détachés, pyjama simple. Belle comme seules les personnes heureuses le sont, elle embrassait le front d'Hugo. Puis, avec une hésitation qui diminuait chaque jour, elle embrassait la joue d'Adrien. Ils ne s'étaient pas mariés, pas encore. Élodie voulait du temps. Elle voulait être sûre que c'était réel, que ce n'était pas juste de la culpabilité ou une obligation. Adrien comprenait. Il attendrait le temps qu'il faudrait, mais ils vivaient ensemble, dans la maison qu'Adrien avait achetée en pensant à eux. 4 chambres, un jardin énorme, une piscine où Hugo apprenait à nager, une chambre décorée sur le thème des super-héros qu'Hugo avait choisi personnellement. Élodie avait sa propre chambre, sa propre suite, de l'espace pour respirer, pour décider. Adrien ne mettait pas la pression, il montrait juste jour après jour qu'il avait changé. Elle ne travaillait plus comme femme de ménage. Adrien a tenu sa promesse.
Il a payé pour qu'elle termine le lycée qu'elle avait abandonné enceinte. Puis il a payé des études pour devenir institutrice. Élodie avait toujours voulu enseigner. Maintenant, elle le pouvait. Elle étudiait chaque matin. Elle faisait un stage dans une école privée l'après-midi. Elle allait chercher Hugo à 17 heures. Ils dînaient ensemble, tous les trois, comme une famille. Adrien a réduit sa charge de travail. Il ne travaillait plus 16 heures. Il travaillait 8 heures. Il quittait le bureau à 17 heures pile, tous les jours, sans exception. Ses employés n'y ont pas cru au début. Adrien Laurent partant tôt? Impossible. Mais ils s'y sont habitués, et plus encore, ils ont commencé à faire la même chose. La productivité a augmenté, les employés heureux travaillent mieux. Hugo l'appelait papa naturellement maintenant, tous les jours, sans hésitation. Adrien allait le chercher à l'école maternelle 3 fois par semaine. Il allait aux réunions de parents, il aidait aux devoirs, il lisait des histoires avant de dormir. Des choses simples que des milliards ne pouvaient pas acheter. Des choses qu'il avait perdues les 4 premières années, mais qu'il récupérait maintenant. La maison avait de la vie, il y avait du bruit, il y avait des jouets éparpillés dans le salon, il y avait le rire d'un enfant résonnant dans les couloirs, il y avait la paix. Adrien regardait la photo de sa mère sur l'étagère, maman Solange, souriante, et il sentait qu'il avait enfin tenu sa promesse. Pas à travers l'argent, à travers la famille, à travers l'amour. Les investisseurs allemands ont conclu le contrat, 500 millions, la plus grosse affaire de la carrière d'Adrien. Mais quand il a signé, quand tout le monde a applaudi, il a seulement pensé à rentrer chez lui, vers Hugo, vers Élodie. Le succès avait un nouveau sens. Valérie n'a jamais retrouvé d'emploi dans un restaurant de luxe. L'histoire s'est répandue. Les gérants appelaient pour des références. Ils entendaient parler du licenciement, de la façon dont elle avait traité la mère du fils d'un milliardaire. Personne ne risquait de l'embaucher. Elle travaille maintenant dans un fast-food. Elle gagne moins, bien moins. Ses enfants ont dû changer d'école. Appartement plus petit, vie plus difficile. Mais elle a appris. Elle a appris que le respect ne dépend pas du nom de famille, que la dignité n'a pas de prix, que l'humanité passe avant la hiérarchie. Elle a envoyé une lettre à Élodie, demandant pardon pour de vrai. Élodie a lu, a gardé, n'a pas répondu. Mais le simple acte de lire était déjà un pardon suffisant. Pierre Dubois a trouvé un emploi dans une plus petite entreprise. Salaire moindre, poste moindre. Son arrogance a diminué, ses jugements aussi. Il voit Élodie parfois, lors d'événements d'entreprise, aux côtés d'Adrien, habillée élégamment, souriante. Et il se souvient qu'il l'avait traité de personne sans classe, et il ressent de la honte. Sophie a tenu sa promesse. Elle a créé un programme d'inclusion au sein du groupe Laurent. Elle a embauché 50 mères célibataires la première année. Elle a construit une crèche dans le bâtiment de l'entreprise. Horaire flexible pour celles qui avaient des enfants. Le programme est devenu un modèle national. D'autres entreprises ont copié. Sophie a gagné un prix de responsabilité sociale. Mais la vraie récompense était de voir des mères travailler sans inquiétude, sachant que leurs enfants étaient en sécurité, prêts, bien soignés. Klaus Schneider est devenu plus qu'un partenaire d'affaires. Il est devenu un ami de la famille. Il visitait la France tous les 3 mois. Il apportait toujours un cadeau pour Hugo, des chocolats allemands, des jouets éducatifs, des livres d'histoire. Il disait qu'Adrien lui avait appris quelque chose de précieux, que le caractère n'est pas de ne jamais se tromper, c'est reconnaître l'erreur et changer. Cette philosophie a changé la façon dont il faisait des affaires, dont il traitait les employés, dont il voyait le monde. Thomas Weber a recommandé le groupe Laurent à d'autres investisseurs européens, pas seulement pour les chiffres impressionnants, mais pour l'histoire, pour l'humanité. Les entreprises avec une âme attirent des partenaires avec une âme. L'histoire d'Adrien et Élodie s'est répandue. C'est devenu une nouvelle, un reportage dans un magazine, un exemple dans des conférences de leadership. Le milliardaire qui a tout lâché pour chercher son fils. La femme de ménage qui a élevé un héritier seul.
Certaines personnes ont critiqué. On dit qu'Adrien n'avait assumé que parce qu'il avait été exposé publiquement, qu'il ne serait pas revenu s'il n'avait pas vu Hugo dans ce restaurant. Peut-être avait-il raison. Adrien ne savait pas. Mais il savait que le passé n'importait plus. Ce qui importait, c'était le présent et le futur qu'il construisait. Hugo grandissait entouré d'amour, de présence, de parents qui le choisissaient tous les jours. Il ne se souvenait pas de l'époque où il n'avait que sa mère. Pour lui, il avait toujours eu papa et maman, ensemble, unis. Adrien a créé une fondation au nom de sa mère, Institut Solange Laurent, concentré sur les mères célibataires, bourse d'études, formation professionnelle, crèche communautaire, aide juridique pour la pension alimentaire. Des centaines de femmes ont été aidées la première année, des milliers la deuxième. La fondation s'est étendue à d'autres régions, d'autres villes, portant le message « Aucune mère ne devrait élever un enfant seul si le père est vivant ». La société a commencé à exiger plus. Les pères absents étaient exposés, mis sous pression. La culture de l'abandon paternel faisait face à de la résistance. Ce n'était pas parfait, mais c'était un début. Élodie a obtenu son diplôme, institutrice en maternelle. Elle travaillait dans une école de la Fondation elle-même. Elle enseignait aux enfants de mères qui avaient traversé la même chose qu'elle. Elle comprenait la douleur, la lutte, l'espoir. Chaque fois qu'elle voyait un enfant sans père, elle se souvenait d'Hugo, de comment il avait pleuré dans ce restaurant, de comment il voulait juste un verre de jus et avait fini par changer des vies. Adrien et Élodie se sont mariés 2 ans plus tard. Cérémonie simple, famille et amis proches. Hugo était garçon d'honneur, fier, heureux, portant les alliances sur un petit coussin de velours. En lune de miel, ils sont partis tous les 3. Ils n'ont pas laissé Hugo avec une nounou, parce que la famille ne se sépare pas, parce que la présence compte plus que la romance de film. Aujourd'hui, 5 ans après cette soirée au restaurant, Adrien a 47 ans, Élodie a 39 ans, Hugo a 9 ans, et il vient d'avoir une petite sœur, Isabelle. Adrien était dans la salle d'accouchement. Il a tenu la main d'Élodie. Il a pleuré quand Isabelle est née. Il n'a manqué aucun moment cette fois. Chaque contraction, chaque seconde, chaque premier cri. La leçon que cette nuit a enseignée demeure. On ne mesure pas un homme à l'argent qu'il a, au poste qu'il occupe, au pouvoir qu'il exerce. On le mesure à la façon dont il traite ceux qui ne peuvent rien offrir en retour, à la façon dont il répond quand personne ne regarde, à la façon dont il corrige les erreurs quand il serait plus facile de se cacher. Adrien a construit un empire, mais l'héritage dont il est le plus fier n'est pas l'entreprise. Ce n'est pas la fortune. Ce n'est pas la reconnaissance. C'est Hugo disant papa chaque matin. C'est Isabelle souriant dans ses bras. C'est Élodie dormant en paix à ses côtés. C'est la famille qu'il a construite sur les décombres de l'erreur qu'il a commise. Parce qu'à la fin, quand tout passera, quand les immeubles tomberont et les entreprises fermeront, ce qui reste, c'est l'amour, c'est la présence, c'est le choix quotidien d'être meilleur qu'hier. Et Adrien choisit, tous les jours, sans exception, sans excuse. Il choisit d'être père, d'être mari, d'être humain. Et ce choix a fait toute la différence. Cette histoire vous a touché, elle devrait vous toucher, parce qu'elle parle de seconde chance, du courage d'admettre ses erreurs, de choisir la présence plutôt que les excuses. Adrien avait tout ce que l'argent pouvait acheter, mais il était vide à l'intérieur, jusqu'à ce qu'un verre de jus renversé change tout. Parfois, Dieu utilise les moments les plus improbables pour nous réveiller, pour nous montrer ce qui compte vraiment. Et ce qui compte n'est pas dans les comptes bancaires, c'est dans les étreintes, dans des mots comme papa disent avec amour, dans les choix quotidiens d'être présent. Si cette histoire a touché votre cœur, j'ai besoin que vous fassiez quelque chose pour moi maintenant. Commentez ci-dessous. La famille vaut plus que l'argent. Je veux remplir cette section de commentaires avec des gens qui comprennent que la présence est le plus beau cadeau. Qui comprennent qu'un enfant n'a pas besoin d'un père riche, il a besoin d'un père présent. Commentez là, montrez que vous avez compris le message, et dites-moi de quelle ville vous venez. Je promets de lire chaque commentaire, je promets de répondre au maximum que je pourrai. Parce que vous comptez, vos histoires comptent.
Maintenant vient la partie la plus importante. Connaissez-vous quelqu'un qui a besoin d'entendre cette histoire? Connaissez-vous ce père qui est toujours trop occupé? Cette mère qui élève son enfant seule et pense à abandonner? Cet ami qui met l'argent au-dessus de tout? Partagez cette vidéo avec cette personne. Pas pour moi, pour elle. Parce que parfois on a besoin de voir l'histoire d'une autre personne pour comprendre la sienne. Partagez sur WhatsApp. Envoyez dans le groupe de la famille. Postez en story. Ce message doit aller loin. Il doit atteindre les cœurs. Il doit changer des vies. Et vous qui regardez jusqu'ici, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous maintenant. Activez la cloche, parce que chaque semaine j'apporte des histoires vraies qui vont vous toucher. Des histoires qui vont vous faire rire, pleurer, réfléchir. Des histoires qui montrent que la bonté gagne, que la justice existe, qu'il n'est jamais trop tard pour recommencer. Je promets de continuer à apporter du contenu qui transforme, ou qui inspire, qui fait la différence. Ne manquez pas la prochaine vidéo. La prochaine histoire pourrait être exactement ce que vous avez besoin d'entendre aujourd'hui. À bientôt. Et rappelez-vous, la famille toujours, toujours la famille.